vois rien. Ah ok, c'est moi qui me suis... Oui, j'ai changé un petit peu. Je refais cette phrase. Sinon ça sonne pas bien dans ma tête. Comment je fais le toc-toc? Enfin, c'est une partie, ça. Sous le cycle. Roman d'école, classe 1136 LS, collège de Sécheron, Genève, coach, Daniel Vuata. Ok, c'est moi qui me suis trompée. Ouais. Ouais. Du coup, Sophia, tu recommences, je crois. Ah ok, je recommence. Prologue. Lettre collective à une élève de Sécheron de 1971. Salut, personne qui était à ma place il y a 50 ans. Tu veux savoir comment c'est en 2021? Bon, déjà, il n'y a pas de voiture volante. Par contre, il y a eu une pandémie mondiale. Les Chinois ont mangé des chauves-souris. Et on s'est retrouvés dans une crise sanitaire. Comme pour la polio. D'ailleurs, en 2021, la polio n'est pas encore éradiquée. Elle existe toujours. Au Pakistan et au nord de l'Inde. À cause du Covid-19, c'est le nom de cette maladie qui est venue de Wuhan, nous avons dû nous confiner. Le virus nous oblige à mettre des masques pour nous protéger les uns des autres. C'est obligatoire dans le bus, le tram, les lieux fermés. Et même à l'école. Ils sont assez gênants au quotidien parce qu'ils font de la buée sur les lunettes. On est obligé de se désinfecter les mains tout le temps. Au lieu de sortir pour les pauses de 5 minutes, on doit rester en classe. Tout le monde veut que la pandémie disparaisse. Les restaurants sont fermés et les voyages impossibles. Ça fait chier, mais maintenant on est habitué. Sinon, les scientifiques alarment le monde d'un réchauffement global. Et les jeunes se mobilisent pour la planète. Peut-être que tu ne sais pas trop ce qu'est la pollution. C'est du CO2 dans l'air. Bref, tu peux aller t'informer sur Internet. Ah non, en fait, t'as pas Internet. C'est un endroit où tu peux communiquer avec des gens et tout savoir. Ça marche aussi sur nos téléphones portables. Ce sont de petits objets magiques, avec eux on peut tout faire. On peut appeler n'importe qui dans le monde, regarder des films et des séries, écouter de la musique, prendre des photos ou des vidéos, et même jouer aux jeux vidéo. À mon avis, le cycle n'a pas été rénové depuis ton époque, donc pas grand-chose à dire. On a encore des bureaux en bois, ce genre de choses. Ils font des travaux. C'est enquiquinant. Les profs sont pas ouf. Ton école, elle est devenue vieille et plutôt moche. Mais ce n'est pas grave, parce qu'on part bientôt. Sinon, en 2021, Prince K s'est lancé dans le rap. Kobe est mort. La saison 4 de SNK est sortie. Les hippies ne sont plus à la mode. Une équipe composée de 11 Comoriens a réussi à gagner un match de foot. Pierre Ménès viole des femmes sur TPMP. L'homme projette d'aller sur Mars. Il y a un génocide au Congo. Les Daft Punk se sont séparés. La guerre froide est finie. Liverpool est 9e de Première Ligue. Et surtout, on a le KFC. Sache qu'il faut à tout prix investir dans le Bitcoin. Et Apple, je suis généreuse, je te donne les moyens de t'enrichir. Et toi, c'était comment? Ton cycle était bien à l'époque? 50 ans déjà? Dis-moi, t'as quel âge maintenant? T'es à la retraite? Bon courage. Ton homologue de 2021. Partie 1. Sécheron, 2071. Tu veux savoir comment sera le monde dans 50 ans? L'esclavage sera aboli, il n'y aura plus de guerre ni d'enfants exploités. Le réchauffement climatique sera vaincu. La culture du viol n'existera plus. Le remède contre le cancer sera trouvé. Et le corona sera fini. Dans 50 Les gens ans, seront moins égoïstes. je serai basketteur. J'aurai une belle voiture. Je serai le tonton préféré de mes neveux. Les retraites seront bien payées. J'aurai pas de calvitie. La bœuf sera légale. On pourra voyager. Il n'y aura plus de masques. Et ma mère sera toujours en Dans vie. 50 ans, je me vois vieille, 6 pieds sous terre, En costard. À la retraite. riche et heureux, grand-mère cool, Toujours avec les mêmes groupes de potes. 50 ans, c'est le taux qu'il faut pour faire le tour du monde à pied 3 fois, devenir millionnaire, Fonder une famille. détruire l'économie. aller à la retraite, aller sur Mars Sortir de prison. avoir une calvitie. et finir un roman. Vue du ciel, le collège ressemble à un bloc de béton parmi plusieurs infrastructures et plaines vertes. Il se trouve dans une ville à côté d'un grand lac entre plusieurs montagnes. En s'y approchant, on voit le quartier Patination. On y voit des rails de train, un parc, des grands bâtiments à côté du lac. En s'approchant plus près du bloc de béton, entre les rails du train et une grande rue très passante, on voit un petit terrain de basket, de grands escaliers blancs et une cour avec beaucoup d'arbres. Une grande piscine occupe l'entier de la cour de récréation. Le bâtiment a une forme en L. Il y a plusieurs fenêtres sur 5 étages et 6 grandes portes grises pour entrer dans l'école. En entrant, depuis la cour supérieure, on se retrouve en face de 4 grands escaliers. Certains mènent aux étages inférieurs et d'autres aux étages d'en haut. Dans l'entrée se trouvent plusieurs bancs en bois et plusieurs portes en bois également. Les murs sont recouverts de toutes sortes de dessins. Des dessins que les élèves du cycle ont faits. Il y a 50 ans, en 2021.
En empruntant les premiers escaliers qui mènent au sous-sol, on se retrouve dans un étage avec des portes en verre qui mènent à un autre couloir. Du côté opposé se trouvent d'autres portes, également en verre, qui mènent à la cour de derrière. Ces escaliers sont plus courtes que les autres. En bas de ceci se trouve une grande porte en métal. Une porte de bunker. La porte du bunker est grise. Cette porte a l'air lourde. Partie 2. Le bunker. Genève, cycle d'orientation de Sécheron, le 26 avril 2071. Chers et chers élèves, parents d'élèves, nous vous proposons de prendre part aux festivités pour les 100 ans du cycle d'orientation de Sécheron. Vous pourrez participer au concert organisé par le groupe The Rockets dans le cadre d'une rétrospective des différents genres musicaux apparus pendant les 100 dernières années. Le rock en 1972, la pop en 1980, la pop yodel en 2025, le rage and cry en 2045. Il y aura aussi un banquet sous forme de stand organisé par les élèves, mis sur pied par la ville de Genève avec la maire Jeanne Marchal, présidente du PPDG. Nous commémorerons tous les directeurs qui se sont succédés jusqu'à Hans Strudel, notre directeur actuel. Ce banquet sera suivi d'une rétrospective de tous les moments importants du cycle d'orientation de Sécheron, tels que les grèves pour le climat, les grèves féministes ou encore l'assassinat de Steve Mayer, directeur de 2025 à 2035. Sans oublier le premier élève de Sécheron, président du Conseil fédéral. En plus du banquet, des activités pour le quartier seront proposées, comme des concours d'écriture, des concours de dessin, de costumes. Les thèmes vous seront divulgués le 10 mai et vous aurez jusqu'au 21 juin pour vous présenter aux différents concours. En espérant que vous serez nombreuses et nombreux, la direction. Salut, moi c'est Ryan. Quand je me regarde dans le miroir, le matin, je vois un garçon de 17 ans, grand, fin, avec la peau claire. J'ai de beaux cheveux noirs, bouclés. J'ai de la chance d'avoir de si beaux cheveux. J'ai un nez assez petit. D'en face, il n'est pas moche, mais quand on le voit de côté, on voit une bosse que je me suis faite en tombant de mon vélo il y a 5 ans. J'ai des lèvres sèches et fines. Elles sont un peu gercées. En fait, j'ai perdu mon baume il y a quelque temps, et je n'en ai pas racheté depuis. Je ne veux pas vraiment dépenser mon argent sur une chose qui va vite se finir. J'ai des sourcils légers, mais je ne les épile pas, ce qui me fait un mono-sourcil que je n'aime pas. Je crois que les gens ne le remarquent même pas. Ils me regardent dans les yeux et me trouvent beau. C'est ce qui compte. Justement, quand je me regarde dans les yeux, je ne vois pas le Ryan que tout le monde trouve sûr de lui et beau. Je n'ai pas forcément confiance en moi. Je suis assez radin. C'est mon défaut. Je ne le pensais pas, jusqu'à ce que les gens me le disent. Mais ils ont raison. Je n'aime pas dépenser mon argent, donc j'en demande souvent à mes potes. Sauf que je ne le leur rends pas. Mon plus grand rêve, c'est de devenir riche. On peut dire que c'est intelligent ce que je fais. Je m'enrichis peu à peu. La première fois que j'ai vu Grégory, j'ai tout de suite pensé « Qu'est-ce qu'il est moche !» Il est petit en taille, il a les yeux bruns, des cheveux bruns, il a un visage assez rond, je trouve. Il a un nez assez pâteux, il a des joues rondes, il regarde assez bizarrement comme s'il cachait toujours quelque chose. Il a l'air assez peureux, et gentil à la fois. Je pense qu'il est timide. J'ai l'impression que ses cheveux veulent ressembler aux miens. On est tellement différents, lui et moi. Salut, moi c'est Grégory. J'ai 15 ans et quand je me regarde dans le miroir le matin, je me vois petit et seul. J'ai peur de tout. Je suis assez calme et gentil. Le problème, c'est que je suis timide. J'aimerais avoir un enfant, car mes parents ne sont pas présents. Je n'ai pas de frère ou de sœur. J'aimerais être entouré de plein de monde. Mais je ne suis pas très beau. J'ai des cheveux bruns et bouclés. J'aime bien mes yeux, ils sont grands. Physiquement, je ne suis pas musclé comme d'autres garçons du cycle. J'ai un peu de ventre, je suis pas très fin. La première fois que j'ai vu Ryan, j'ai tout de suite pensé que c'était un beau gars. C'est un gars populaire, sûr de lui, pas comme moi. Mais il a l'air très radin. Je pense qu'il aime quand les filles courent après lui.
Il aime plaire. Il a l'air gentil, mais à la fois très méchant. Grégory, 21 juin 2071, 8h07. Salut. Ryan, 8h25. Salut. Grégory, 8h25. Ça va? J'ai une question à te poser pour le stand de nourriture. Si tu veux, je peux acheter des cakes au lieu de les faire nous-mêmes. Ryan, 8h28. Ok. Grégory, 8h29. Faut qu'on prenne des tables aussi. J'ai encore une autre question à te poser. L'année prochaine, je ne serai plus avec toi, vu que je vais à Sismondi et toi à Voltaire. Ça te dirait d'aller jouer sur le terrain de foot de Tremblay pour profiter un maximum? Ryan, 8h36. Ok, mais faut d'abord qu'on prenne des tables pour le stand. Grégory, 8h36. Ouais, t'as raison. À toutes. Avec Ryan, nous entrons dans le cycle afin de trouver une table pour notre stand. En commençant au 3e étage. On fouille les pièces une par une. En effet, malgré nos 3 ans dans ce cycle, on connaît à peine la plupart des salles. À cet étage, on ne trouve rien d'utile. Au 2e, c'est pareil. Au 1er, on trouve finalement une table, mais elle n'est pas viable pour notre tâche. Au rez supérieur, il n'y a pas la moindre table. Elles ont toutes été prises pour animer la dizaine d'autres stands. Désespérés, on passe finalement au rez inférieur. On fouille les salles de musique, les salles d'art manuel et les salles de gymnastique. On n'y trouve que des tables fixes, pas de bol. Il reste un étage. C'est le bunker. Après plusieurs secondes de considération avec Ryan, on décide d'y pénétrer. Viens, on va voir s'il y a des tables dans le bunker. Vas-y, chaud. On ouvre le bunker et on voit une jeune adolescente avec des taches de brûlure au 3e degré. Tu fous quoi là? Demande Ryan. Parle. Insiste Ryan. Arrête, tu lui fais peur. Ce que je ne dis pas, ni à la fille, ni à Ryan, c'est que j'aimerais bien l'adopter. Ne me touchez pas ou je vous explose le crâne. Ryan s'énerve. T'es une malade toi, tu crois quoi? Je lui dis de se calmer. Je demande à la fille comment elle s'appelle, qu'est-ce qu'elle fait ici. Vous savez très bien ce que je fais ici, vous voulez encore me faire souffrir. On comprend rien à ce que tu dis. T'es ici depuis quand? Ça fait quelques jours que j'ai été kidnappée par 2 personnes. Un petit et un grand, comme vous. Mais t'as quel âge? J'ai 16 ans. Ah, t'as une 2055. Quoi? Mais non, je suis une 2005 moi. Mais du coup, on est en quelle année? Bah 2071, t'es conne ou quoi? Je trouve cela plus difficile d'imaginer le futur et d'inventer une histoire là-dessus qu'avec le passé. Partie 3. Le jour où tout a explosé. Cher journal, je note ce portrait de moi-même pour plus tard. Je m'appelle Adama, j'ai presque 16 ans, j'habite à Damas et j'ai plutôt une bonne taille pour une fille. Mon corps commence à avoir des formes et ça m'énerve, car je ne peux plus mettre certains vêtements et en plus ça ne sert à rien. Bon, de toute façon, je ne vais pas trop tarder à mettre le voile. Même si je parle beaucoup et que je m'impose souvent, je n'exprime pas tellement mes sentiments et mes émotions. Je suis toujours prête à me battre pour protéger mes potes. Mes parents sont chercheurs en génétique. Ils se sont rencontrés à la faculté de sciences techniques de Damas. Ils sont très bien payés. Mon père a des cheveux courts, gris. Il est petit tandis que ma mère est voilée, grande avec des yeux bleus. J'adore sa façon d'exploser de rire. Mon père a une cicatrice à l'œil gauche. Il s'appelle Rachid. Et ma mère Fatima. Mes parents sont ma source d'inspiration et mon super pouvoir. Ce matin, mes parents m'ont offert un téléphone portable pour mon anniversaire. C'est un iPhone 12 avec 3 caméras. C'est le téléphone le plus récent. Il est noir. J'étais tellement contente que je leur ai sauté dessus pour leur faire un câlin. Vers 14h, on a mangé mon plat préféré. C'est un makloba. C'est un plat fait à partir de viande et de riz. À 16h, on est allé voir un film que je voulais voir depuis longtemps. À 18h, nous sommes allés au parc à voir mes amis.
À 20h30, on a mangé les restes du maklouba et à 22h, on a dormi tous ensemble. Meilleure journée de ma vie. Ce matin, je me réveille à 8h. C'est un matin comme les autres, jusqu'à ce que ma tante rentre chez moi et que tout bascule. Dès que je lui ai ouvert la porte, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Son mascara avait coulé et ses joues étaient humides. Une fois assise sur le canapé, elle a pris une grande aspiration et m'a expliqué. Mes parents se sont fait exploser à Daïr el-Zawar pour Daesh. Je n'en revenais pas. Je ne savais pas quoi dire. Et puis, une deuxième mauvaise nouvelle est arrivée. Je devais fuir. Leur action m'avait mise en danger. Ma tante est repartie 1 heure après être arrivée. Elle allait revenir me chercher le lendemain. En attendant, je devais préparer mes affaires. Je ne pouvais pas en prendre beaucoup. J'ai juste pris quelques habits de rechange, une photo de mes parents et moi, mon téléphone, à manger pour la route et l'argent de mes parents. Je me suis réfugié en Turquie, en passant par la frontière. J'ai peur et je ne sais pas à quoi m'attendre. J'ai entendu dire qu'ils renvoyaient les migrants en Syrie et qu'ils braquaient les anciens terroristes. Je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre. J'ai réussi à arriver à Hatay. J'ai même pu avoir un passeur. Il me promet de partir demain. J'ai dû donner tout l'argent de mes parents. Mais bon, pas le choix. Le passeur a tenu sa promesse. Nous sommes partis ce matin. Il y a une 40aine de personnes entassées sur la petite bouée. L'odeur salée de la mer est masquée par l'odeur du sang, de l'infection et de l'urine. Je vois des plaies ouvertes partout où je regarde, sur les gens incapables de recevoir des soins. Je semble être la plus chanceuse du lot. En plus, on a seulement 20 litres d'eau à partager entre nous tous et pas de nourriture. La mer est calme, mais nous ne savons pas si cela va durer. J'essaie de parler, mais ceux qui ouvrent la bouche ne parlent pas la même langue que moi. Désormais, je comprends que leur peur est égale à la mienne. Les autorités italiennes nous font tous descendre et nous séparent en petits groupes, peut-être pour une meilleure surveillance. Mon groupe, surveillé par 3 policiers, passe juste à côté d'un grand marché, bruyant. La bonne odeur de la nourriture me chatouille le nez. Un marchand me voit, me sourit, s'approche et me donne un sandwich avec de la viande chaude. Les autorités italiennes ne m'ont pas ramené en Turquie, car je suis mineur. J'ai pu leur expliquer ma situation. Ils m'ont dit qu'ils étaient trop pris par les migrants. Ils allaient demander aux autorités suisses de me prendre en charge. J'ai de la chance, je trouve, par rapport à d'autres. Une dizaine de personnes sont mortes. Les autorités grecques chassaient les embarcations illégales en mer. Nous avons failli nous faire prendre. Je vais arriver en Suisse demain. Je ne connais pas beaucoup ce pays, mais mes premières impressions sont bonnes. J'arrive le long de l'autoroute, à pieds nus derrière la barrière d'arrêt d'urgence. Je me suis retrouvée ici après avoir sauté du camion qui m'a emmenée aux environs de Genève. Je devais m'enfuir. J'avais peur que la police suisse agisse comme la police italienne avec moi. Je vois des voitures rouler à vive allure. Ça me fait peur. Je vais essayer de traverser l'autoroute. Les voitures me klaxonnent sans arrêter. Je recule, apeurée. Je continue de marcher. Je monte une route et arrive sur un passage piéton. Des personnes me regardent. J'ai les cheveux tout emmêlés. Mes vêtements sont sales. Quand je passe devant un arrêt de bus, les gens s'écartent de moi. Je ne me sens pas très bon. Je prends un bus sans payer. Heureusement, aucun contrôleur n'est là. Je descends à la gare. C'est à ce moment-là que j'aperçois que tout le monde parle français. Par chance, mes parents m'ont parlé français. Ils avaient habité à Genève étant jeunes. Je vois des mini-trains passer un peu partout. Je ne sais pas ce que c'est. Je vois des personnes avec des valises. Je marche sans avoir où aller. Je marche dans une rue pleine de restaurants. Je lis les noms. KFC, McDonald's, Burger King. J'aperçois de la verdure. Je me dis que je pourrais peut-être y trouver à manger. Après 1 minute de marche, je suis éblouie par les reflets du soleil. J'avance encore et je découvre, stupéfaite, une énorme étendue d'eau bleue entourée de montagnes que je ne me souviens pas avoir vues en arrivant. Je trouve cela beau. Il y a des personnes à vélo. Je vois un énorme jet d'eau. Je trouve cela incroyable. Je vois un vélo appuyé contre une barrière.
Je le prends, je commence à rouler le long du lac. J'ai soif, je goûte donc l'eau, elle n'est pas salée. Je me déshabille et je me baigne pour me débarbouiller. L'eau est tiède. Je sors de l'eau et j'aperçois 2 hommes qui m'observent. J'ai tout juste le temps de me rhabiller. Je vois qu'ils s'approchent de moi prise de panique. Je cours vers la ville. Je traverse la place de la Navigation, passe devant une école nommée Paquis Centre. Je tourne à gauche, continue tout droit. Je me retrouve à la rue de Berne. Ça n'a pas l'air pour moi. Je me redirige vers le lac et vois des tas d'hôtels. Il fait déjà nuit. Je crève de faim. Il fait noir. Je n'aime pas le noir. Le noir me rappelle les heures dans le camion, sans nourriture et sans lumière. Je ne sais même pas comment je ne suis pas devenue folle. Bref, c'est dans le passé ça. Pour le moment, j'essaie de trouver un endroit où je pourrais passer la nuit. Demain matin, je chercherai de la nourriture. C'est silencieux mais bruyant ici. C'est complètement isolé, mais à la fois c'est comme si t'entendais des chuchotements juste derrière toi. Mais il n'y a personne à part certains hommes dans les coins des immeubles qui me regardent bizarrement. Il fait froid. Avec ma chance, je sens des gouttelettes d'eau tomber sur ma tête. Parfait. J'ai trouvé un endroit où je pourrais dormir. C'est dans une sorte de parking derrière un bâtiment très grand qui brille. On voit même des gens qui dînent sur le toit. On voit Four Seasons en grand. Il y a plein de voitures de luxe. Ici, c'est chouette. Je me couche par terre dans un coin et la seule chose qui m'endort, c'est le rêve de manger un grand repas comme ma mère faisait. Bonne nuit. 21 juin. C'est un plutôt beau quartier, avec des bâtiments de couleur verte et une église ronde. J'arrive près d'un collège. On est en pleine semaine, je pense, parce que la cour est remplie d'élèves. On dirait qu'ils préparent une fête. Je me dirige vers l'enceinte du bâtiment, je passe près de la salle 0015. En voulant entrer dans la classe, je sens une pression sur mon bras, comme si on voulait m'attraper. Je me retourne et je vois les hommes du lac. L'un est de petite taille, l'autre très grand. Le petit me balaye et le grand me porte vers les sous-sols de l'école. Personne ne m'a vu. Personne n'a entendu mes cris. La sonnerie retentit. Tous les élèves sont déjà dehors. Je suis seule, impuissante, prise au piège. Les 2 hommes me mettent sur une chaise et me ligotent. Ils referment la porte du bunker. Cette porte a l'air lourde. Elle est certainement lourde, vu qu'elle est en métal. Moi, si je pouvais choisir mon super pouvoir, ça serait la téléportation. Je pourrais aller à l'autre bout du monde en quelques secondes, claquer des doigts ou fermer les yeux et me retrouver à Hawaï, aux Maldives, en Afrique du Sud. Peut-être que je préférerais le pouvoir de... Voler pour vivre le voyage. Je me demande souvent comment ça serait de voler comme les oiseaux, sentir le vent et juste planer dans les airs. Peut-être que je pourrais aller sur d'autres planètes ou même dans d'autres galaxies. J'aimerais aussi pouvoir contrôler le feu et la glace. Je pourrais construire tout ce que j'imagine, comme une cuillère ou un tigre qui pourrait même bouger. Ou alors devenir invisible pour espionner les gens ou voler à la COP. Pouvoir contrôler le temps, ça serait bien aussi, pour profiter plus quand je suis avec ma famille et mes amis. Je pourrais l'accélérer quand les cours sont ennuyeux ou quand j'ai besoin de m'éloigner de tout. Ce serait cool de pouvoir créer des portails comme Doctor Strange, voir les futurs inimaginables, revenir sur des événements marquants de ma vie ou de l'histoire. Comme ça, si je regrette un truc, je le refais. Ou sinon, juste pouvoir exaucer tous mes vœux. Je veux voler, je vole. Je veux manger, je mange. Partie 4. Immortel. J'ouvre les yeux. On dirait que mes paupières pèsent une tonne. Je vois une lumière suivie de 2 ombres. Mais cela me semble flou. J'essaye de cligner plusieurs fois des yeux afin de voir un peu plus net. Et d'un coup, je prends peur. Les 2 hommes du lac, ce sont eux. Je tombe du lit. Mes mains sont encore attachées dans mon dos. Les 2 hommes gémissent quelques mots, puis se mettent à me crier dessus. Je recule contre le mur et je les menace. Ne me touchez pas ou je vous explose le crâne. Les 2 hommes reculent. L'un d'eux, le plus petit, essaye de me rassurer. L'autre s'approche. Je me recule encore un peu. Ils s'arrêtent et me demandent mon nom. J'essaye de leur expliquer, mais ils ne comprennent rien. Ils disent qu'on est dans le futur ou je ne sais pas trop quoi. Je m'énerve. Je me lève et balance mon lit dans leur direction avec les pieds. Ils prennent peur et courent.
Je me rends compte qu'ils ont oublié de fermer le bunker. J'en profite pour m'échapper. Je cours en direction des escaliers. Aucun bruit, personne dans les couloirs. Et d'un coup, je ressens une grande soif, comme si je n'avais pas bu depuis 50 ans. Je me dirige vers les toilettes, j'appuie sur le robinet avec le front et je bois 1 litre d'eau. Je me relève et j'aperçois les 2 hommes dans le reflet du miroir. Je me retourne et je les fixe apeurés. Je me dis que c'est la fin. En les regardant mieux, je comprends que ce ne sont que des garçons, ils ont l'air d'avoir mon âge. L'un d'eux, toujours le plus grand, se rapproche et me déclare. « Alors, t'es là, toi? Ça va pas de me menacer comme ça? Et puis tu faisais quoi dans ce foutu bunker ?» Le plus petit le coupe. Il a l'air plus sympa que l'autre. Non, mais ça va pas. Tu vois pas que tu lui fais peur? Il s'avance et rajoute. Moi, je m'appelle Grégory. Et lui, c'est Ryan. Tu t'appelles comment, toi? Je lui réponds d'une voix rassurée. Adama, je m'appelle Adama. J'aimerais savoir qui m'a enfermé ici. Celui qui s'appelle Ryan sort son téléphone. Franchement, t'es bizarre comme meuf. Mais vu que tu me fais pitié, je vais t'aider. Moi, je t'aide parce que je te considère comme ma fille. Déjà, comment s'appellent tes parents? Rachid et Fatima. Fatima, la concierge de mon immeuble? Elle a quel âge? Je les interromps en hurlant. C'est de ma mère qu'on parle là? Pas grave, on mange, frère. Quel est ton nom de famille? Ali Adama Ali. A, L, I... Il y a plus de 2000 résultats. Ah, mais famille Ali, t'es con? Je m'interpose. Pas besoin de lui hurler dessus. Grâce au téléphone de 2071, beaucoup plus performant que ceux de 2021, Grégory et Ryan apprennent la vérité sur Adama. Ils découvrent que cela fait 50 ans, jour pour jour, que la jeune Syrienne est séquestrée dans ce bunker. Ils découvrent que ce sont les parents d'Adama eux-mêmes qui l'ont kidnappée pour réaliser en secret des expériences sur leur fille. Leur mort pour Daesh n'est qu'une mise en scène destinée à faire fuir Adama pour qu'elle se retrouve à Genève. Là où ils avaient vécu dans leur jeunesse, là où se trouvait aussi tout leur matériel scientifique. Pendant les premiers mois dans le bunker du cycle, ils ont tenté de modifier leur fille pour en faire une guerrière, arme ultime au service de l'État islamique. Mais ils ont échoué, c'est du moins ce qu'ils pensaient en laissant leur fille pour morte dans le bunker. 50 ans plus tard, et contrairement à ce que pensaient les parents d'Adama, Adama n'est pas morte. En fait, elle n'a même pas vieilli. Je me retourne vers Grégory et Ryan et je leur demande de me détacher. Ils acceptent. Les garçons me sortent du collège. Dehors, une fête bat son plein. Il y a des stands partout. Ils m'emmènent du côté du marché aux habits pour me trouver des nouveaux vêtements. Je tombe, juste devant Grégory. Tout mon bras droit est entaillé et plein de sang. Mais d'un coup, il n'y a plus rien. C'est étrange. Après avoir appris la nouvelle au sujet de mes parents et de ce qu'ils m'ont fait, je n'ai plus qu'un but. Mourir. La première chose que je fais, c'est de prendre une barre en métal pour me taper sur la tête. Je sens la douleur, mais beaucoup moins fort. Après 10 minutes de légère douleur, je ne suis toujours pas morte. Je commence à comprendre que je ne peux pas me tuer moi-même. Je comprends que mes parents m'ont involontairement donné un super pouvoir, celui de me régénérer à l'infini. Vivre de cette façon est une torture. Je me tourne vers Grégory et Ryan et je leur demande de me tuer de leurs propres mains. Ils sont contre. Je dois payer Ryan pour qu'ils acceptent. Me brûler, m'étrangler, m'empoisonner, me planter, me découper, me noyer, me provoquer une overdose, me gaver, me lacérer, me faire chuter, me lapider, me faire mourir de rire, me décapiter, me pousser sous un train, m'électrocuter. Rien ne marche. Moi, je n'ai pas besoin de super pouvoir car je sais déjà résister aux cours de maths, aux cours de gym, aux cours d'anglais. Je sais déjà résister aux 25 000 devoirs et éval. Je sais aussi roter sur demande, ce qui peut sembler bête et inutile mais qui est vraiment pratique si tu veux inventer et remporter un record du monde. Ça peut aussi servir si un jour t'as un date et que la personne ne te plaît pas. Sinon, je sais courir vite, faire du riz, aller faire des missions pour certaines personnes de mon quartier, tenir des crayons en équilibre sur une main, dire « Ouais, allô ?» faire un trèfle avec ma langue. Non, sans rigoler, je n'ai pas besoin de super pouvoirs, car la vie m'a déjà tout donné, et je lui en suis reconnaissant. J'ai un toit et la possibilité d'aller à l'école, contrairement à certains endroits dans le monde. Tant que je suis positive, tout me paraît possible. Partie 5. Adama. 26 avril 2081. Je me réveille et comme chaque matin,
J'ouvre la fenêtre. Une grande fenêtre qui part du sol et qui va jusqu'au plafond. Et je vois des grands buildings et derrière, la mer. La mer bleue, avec un magnifique lever de soleil. Et une plage magnifiquement magnifique, avec des baleines sur la côte et des crabes sous le sable, tel un champ de mines terrestres. Les mouettes chantent. De l'autre côté, je vois de grands arbres, parfaitement coupés, ainsi qu'un grand parc ensoleillé rempli de fleurs exotiques qui parfument l'air, une trentaine de vaches qui commencent leur journée en broutant l'herbe, un saule pleureur planté sur une petite île verte au milieu d'un grand étang. Il y a une table avec un grand petit déjeuner servi. Je vois aussi un micro-ondes laissé par terre, ce qui me brise le cœur car certaines personnes n'en ont pas. Les rayons du soleil envahissent ma chambre. Je n'ai pas de voisins. Depuis ma fenêtre, j'arrive à voir au loin. Je vois de belles montagnes. Le soleil se reflète dessus, ce qui crée chaque matin des couleurs différentes. Je suis revenue chez moi, loin de la Suisse. Je loge dans mon ancien appartement d'enfance, en Syrie. Le monde a évolué. Les chiens n'existent plus. L'école n'est plus obligatoire. Mes journées sont bien occupées. Dire qu'il y a 10 ans, je n'avais pas encore construit tout ça. Et je pense à tout ce que j'ai dû vivre pour avoir cette vie, à toutes les épreuves que j'ai dû traverser et à tous les jours que j'ai dû souffrir. Je prends un jus d'orange et une part de cheesecake. Je suis heureuse d'en être arrivée là. Épilogue, les archéologues du futur. Ils verront d'abord un panneau rouillé avec le nom du quartier inscrit. Il y aura beaucoup de végétation, de très hautes herbes, de grands arbres, des bancs en bois très abîmés, une place de jeu pour enfants avec un toboggan et des balançoires cassés. Il y aura une vue magnifique, le ciel bleu clair, le lac. S'ils arrivent le soir, ils verront plein de lumière et la lune. En marchant tout droit, pendant 1 minute, ils verront une fontaine qui ne s'arrête jamais, des trams arrêtés sur des rails, le cadavre d'un homme aux jambes grises, une très grande tour, un stade dont l'herbe fait la taille d'un homme, un pâté de maisons dont la couleur jaunâtre originale a laissé place à une rouille taupe. En entrant dans l'immeuble au store rouge enrobé de lierre, majestueusement délabré, ils verront 2 grandes portes sécurisées. On peut y entrer qu'avec un badge. Il y aura plein de masques par terre, des animaux sauvages qui se baladent dans la poussière. Le hall sera poussiéreux et les escaliers à moitié cassés. Ils monteront au 3e étage. S'ils arrivent à trouver le code. Ils pousseront la porte en bois, pourrie, et avanceront dans la maison où l'odeur de renfermé et de moisissure régnera. Une fois pénétrés dans mon appart, ils découvriront la télé allumée et les restes d'un corps devant Netflix. Ils entreront dans une chambre, peinte en bleu. Il y aura un lit en bois, poussiéreux, de style ancien, beaucoup de livres dans 2 bibliothèques, une carcasse de serpent, un piano, un miroir abîmé, une grande armoire, de ballons de foot, un beau bureau de bois avec mes affaires d'école dessus. Ce seront des affaires de 11e année. La chambre sera petite et probablement dans la pénombre. C'est alors que les archéologues du futur trouveront les objets. Mon parfum à l'odeur florale. Des rollers abîmés et sales. Un CD de Black Ops 3 pour PS4. Le baby-foot intégré à mon lit. Une mallette. Un livre ouvert. Des photos de moi et de ma famille. Mon carnet de comportement. Une super mixtape. Un crâne d'une très grande taille. Un journal avec les mots qui racontent les jours enfermés. Un gros bucket de chez KFC. Un ours blanc avec un nez rose. Et un téléphone portable noir. Ce qui les interpellera, en fouillant nos chambres, c'est de découvrir le nombre de personnes qui vivaient sur la planète Terre. Et comme nous étions tous différents,